Bonjour à tous et bienvenue sur la web radio de l'IUT du littoral Côte d'Opale à Saint-Omer. Émission produite et animée par les étudiants du DUT Gestion administrative et commerciale. Je suis aujourd'hui avec ma co-animatrice Pauline Moronval. Bonjour Pauline. Bonjour Augustin. Et notre invité, membre de la bibliothèque d'agglomération du pays de Saint-Omer et plus spécialement de la bibliothèque patrimoniale, Rémi Cordonnier. Bonjour Rémi. Bonjour à tous les deux. Alors bienvenue dans notre émission Entre les lignes, dédiée aujourd'hui à l'événement de Cuir et d'Or. Notre but aujourd'hui est de découvrir, en compagnie de notre invité, cet événement, avec au programme des interviews et des jeux. Alors comme à notre habitude, nous allons commencer notre émission par une petite question que je vais poser à Pauline. Oui. Alors, De Cuir et d'Or est le nom d'une exposition qui se déroule du 16 septembre au 13 décembre, qui a pour objet donc de mettre en valeur les reliures armoriées de la bibliothèque d'agglomération du pays de Saint-Omer. Et donc en fait, Pauline, la ville de Saint-Omer possédait une bibliothèque qui était probablement située dans l'ancien hôtel de ville. La plupart des volumes ayant appartenu à la ville de Saint-Omer portaient en fait une mention manuscrite, tu vois, du type au magistrat de Saint-Omer ou encore à la ville de Saint-Omer, inscrite à l'encre sur la page de titre. Et donc voici la question, Pauline. Sur les 122 volumes provenant de la bibliothèque du magistrat de Saint-Omer, combien de titres ont été récupérés? Petit A, 12. Petit B, 39. Petit C, 52. J'hésite un peu, mais je pense que je vais prendre la petit B, 39. Petit B, 39. Oui. Vous pensez qu'elle est sur la bonne voie? Ça semble correct, mais les chiffres évoluent tout le temps, donc c'est difficile d'y répondre de manière définitive. Eh bien, on laissera comme ça le temps à nos auditeurs d'y répondre. Alors donc cet événement s'organise sur une période de 3 mois. Donc comme je l'avais dit, du 16 septembre et se terminera le 13 décembre. Alors pouvez-vous nous en dire plus sur cet événement et sur la salle patrimoniale de la bibliothèque? Alors, cet événement, comme vous dites, effectivement, c'est une exposition qui est proposée pour valoriser les fonds anciens. Elle s'inscrit dans un cycle, ou en tout cas une périodicité assez régulière. On essaye d'en proposer au minimum une par an. En ce moment, on arrive encore à en faire 2 par an. Donc celle-ci, c'est celle qui démarre généralement avec les journées du patrimoine. Ouais. Et pour les expositions liées aux journées du patrimoine, on essaie toujours d'avoir un ancrage peut-être un peu plus local, justement, ou en tout cas plus sur la dimension plus matérielle des objets. Justement, c'est la richesse des collections patrimoniales de la bibliothèque qui nous permet d'avoir ce rythme assez soutenu quand même. 2 expos par an, c'est pas mal pour une bibliothèque. D'expos patrimoniales, parce qu'en plus, il y a toutes celles proposées par la lecture publique, il ne faut pas oublier. Ouais. Et donc, oui, effectivement, donc on a cette chance à Saint-Omer d'avoir un patrimoine extrêmement riche. La bibliothèque est un lieu parmi d'autres, mais on compte parmi les plus belles bibliothèques de la région Nord-Pas-de-Calais. Qui est une région très riche en bibliothèque patrimoniale par ailleurs. La nôtre, alors on est comme vous pouvez le voir sur place, on est en cours de réétude de tous ces fonds. On a les chiffres, comme je disais aussi tout à l'heure, ne sont pas définitifs pour l'instant. On est en train de tout recataloguer, et il y a des systèmes de catalogage assez différents et qui permettent d'avoir différentes entrées. Donc, mais ce que je peux vous dire quand même au niveau des chiffres fixes, c'est qu'on est à 886 manuscrits. Donc les plus anciens étant quand même de l'époque carolingienne, c'est pas mal. On en a même qui seraient presque plus vieux que Charlemagne. Et on a un autre chiffre à peu près fixe pour l'instant, qui est celui de nos incunables. Alors c'est un nom un peu barbare, mais qui désigne les livres imprimés au XVe siècle, au tout début de l'imprimerie. Ça vient du latin icunabulus, qui veut dire au berceau. Donc c'est le berceau de l'imprimerie, les 50 premières années de l'imprimerie. Et on en a 209, dont le plus célèbre d'entre eux, puisqu'on on est la seule bibliothèque de province en France à posséder un volume complet de la Bible de Gutenberg, qui est quand même aussi le livre le plus considéré comme l'un des livres les plus chers au monde. Est-ce vous qui êtes à l'origine de cette exposition ? Alors, oui, d'une certaine manière, oui. Disons qu'à l'origine de l'origine, il y a nos élus qui nous demandent de valoriser tout ça, qui passent par ma direction, qui ensuite me demandent de faire le travail. Et après, les idées, j'ai la chance ici d'être assez libre dans mon choix de proposition. Je suis, parce que de toute manière, pour pouvoir faire des expositions à partir d'une collection, il faut la connaître. Et donc, du coup, d'une certaine manière, on peut dire que je suis à l'origine dans le sens où c'est moi qui ai proposé ce sujet-là à ma direction et à mon équipe. Et ensuite, après validation, on a travaillé ensemble à la réalisation de ce projet. Quel est l'ouvrage dont vous êtes le plus fier ?
si vous en avez un? Alors, effectivement, c'est difficile à dire parce que, je ne sais pas si vous avez en tête le fameux film Le Nom de la Rose où on voit J'ai à la vu une fin fois. l'acteur Sean Connery, son personnage ressortir de la bibliothèque en feu avec tous les livres qu'il a pu Ouais. prendre sous son manteau. Je serais un peu dans cette situation-là. Alors, malgré tout, j'ai passé 6 ans à étudier l'un des livres qui est conservé ici, un manuscrit du XIIe siècle, superbement enluminé, conservé dans les collections. Donc on va dire d'un point de vue sentimental, j'aurais peut-être tendance à prendre celui-là, même si au final je le connais déjà très bien et que ma curiosité me pousserait plutôt à prendre un livre que je ne connais pas pour avoir encore des choses à creuser. Et puis surtout, je ne pourrai répondre pleinement à votre question que dans 30 ou 40 ans, quand j'aurai fini le catalogage de la bibliothèque et que je saurai clairement tout ce qu'il y a dedans. C'est vrai. On reviendra dans 30-40 ans Voilà. comme ça. Avant cette interview, l'équipe de la web radio voudrait vous faire un petit cadeau. Parce qu'en fait, on était allé à Londres la semaine dernière. Ah. Et on Belle était allé dans le National Gallery Portrait. Et Monsieur Larder a pensé à vous, comme il pense à tout. Et il vous a ramené le portrait de Shakespeare. Enfin, plutôt une photo du tableau. Alors voilà. Super, un grand merci. Ça viendra s'ajouter au dossier de presse. Je voudrais vous demander quel est votre rôle à la bibliothèque exactement. Mon rôle ici, c'est donc de m'occuper des collections patrimoniales. Ma fonction, c'est responsable des fonds patrimoniaux, enfin des fonds anciens, parce qu'il y a aussi des fonds patrimoniaux qui incluent les archives, et là, c'est pas mon domaine. Pour définir clairement mon rôle, en général, je présente ça sous 3 axes. Le premier, c'est la conservation, qui est quand même ma priorité. Je dis souvent ici en matière de plaisanterie, mais à demi-plaisanterie, que ici c'est les livres d'abord, les humains après. Donc l'idée c'est que ça reste le plus longtemps possible et que les autres humains qui viendront après nous puissent encore y avoir accès. Ouais. Donc la conservation c'est la première priorité. Ensuite, il y a la gestion. Vous avez un aperçu de cette gestion à travers les rayonnages vides, c'est-à-dire que c'est le classement, le catalogage et surtout le signalement. Parce que c'est pareil, pour conserver ça sert à rien. L'idée c'est que on conserve et qu'on signale que l'on conserve pour que les gens qui seraient susceptibles de s'en servir pour faire des recherches ou pour apprendre des choses, sachent ce qu'il y a. Et donc ça c'est du catalogage, etc. Et enfin, la dernière étape, mais qui n'est pas la moindre, qui certainement au niveau du temps d'ailleurs est la plus prégnante, c'est la mise en valeur et la numérisation. Enfin tout ce qui est numérique maintenant, puisque on développe de plus en plus. Un des moyens de rendre accessible le contenu de ces livres qui ne peuvent plus être manipulés, c'est justement de le faire de manière virtuelle à travers la numérisation. Voilà donc un petit peu. Et donc mon rôle ici, avec l'aide de Laurence qui vient m'aider de temps en temps, c'est tout ça. Pour reparler de l'exposition de Cuir et d'Or, à votre avis, en quoi cette exposition peut-elle surprendre les gens ? Alors, elle peut surprendre les gens. Alors, vraiment au niveau de la surprise, ce serait à travers l'identité des personnes auxquelles appartiennent ces blasons. On a quand même ici, on présente des livres qui portent les armoiries de plusieurs rois de France, Louis XIV, Louis XV de mémoire. On a aussi des grands personnages, Fouquet, Louvois, Colbert. Voilà, donc tous ces grands personnages de l'histoire de France sont présents dans la bibliothèque à travers des livres qui leur ont soit appartenu, soit au sein desquels ils ont joué un rôle. Fouquet, par exemple, le livre qui est à ses armes, ne lui a pas appartenu puisqu'il a été imprimé plusieurs années après sa mort, mais il témoigne du mécénat de Fouquet auprès d'une autre institution. Donc voilà, c'est ça qui peut être surprenant, de découvrir tous ces grands personnages dont on a plus ou moins entendu parler. Mais vaguement, quoi. Voilà. Mais voilà, qui sont présents. Après, au niveau de l'intérêt, c'est plutôt un intérêt de bibliophilie. Mais bon, voilà, ça peut donner goût aux livres anciens à travers la redécouverte de ces personnalités. Ah oui, c'est vrai. Alors pour l'exposition, vous avez choisi ou fouillé la bibliothèque, donc avez-vous fait des découvertes étonnantes ? Alors, en fait, je dis souvent que je fais quasiment, d'ailleurs ça fait toujours un peu peur à mes collègues, des découvertes quasiment tous les jours. Enfin, dès que je mets le nez là-dedans. Après, il y a découvertes et découvertes. Il y a des découvertes spectaculaires, d'autres qui le sont moins ou qui le sont pour un nombre plus réduit de personnes qui sont plus ou moins spécialistes d'un domaine. Au niveau des découvertes que j'ai pu faire dans le cadre de l'exposition, enfin celles qui m'ont le plus touché, on va dire, c'est 2 volumes Alors, un, parce qu'il m'a posé des problèmes. C'est au niveau de l'identification, c'est celui qui porte le chiffre, donc le monogramme, c'est-à-dire les 2 lettres principales du nom et du prénom mêlées, de Charles de Valois-Angoulême, donc un grand personnage de la Renaissance française, qui porte exactement le même chiffre que Catherine de Médicis.
Et à la différence près que le chiffre de Catherine de Médicis est couronné puisqu'elle était reine de France. Or, elle n'a pas été reine de France tout de suite. Et donc, on a quelques très rares livres qui portent son chiffre. Sans la couronne. Sans la couronne. Et donc, forcément, au début, j'ai espéré qu'on ait un des rarissimes livres de la bibliothèque de Catherine de Médicis avant son couronnement. Et finalement, ça paraît beaucoup plus logique, enfin pour toi, plus probable qu'il s'agisse de Charles de Valois. Donc ça, c'est pour, on va dire, c'est la découverte de geek des bibliothèques qui, voilà, ça a été très amusant aussi de faire l'enquête, de chercher, etc., de solliciter les collègues et les autres spécialistes. Et l'autre, c'est un livre très rare aux armes à l'emblème du dauphin François II de France, qui est un tout petit livre avec un très joli. Et François II, ses livres sont très rares puisqu'il a vécu très peu de temps. Donc voilà, et c'est assez insoupçonnable d'avoir ça ici. Et d'ailleurs, il faudrait qu'un jour on se penche vraiment sur la raison de la présence de ce livre dans nos collections. Mais alors, d'où vous est venue cette passion pour les livres en fait ? Alors, en fait, c'est pas tant une passion pour les livres qu'une passion pour la connaissance. Enfin, je suis très curieux de nature, donc j'aime bien m'intéresser à peu près à tous les sujets. A priori, même si maintenant les médias changent, pendant longtemps, les livres étaient quand même l'une des sources principales de la connaissance et du savoir. Donc, j'ai d'abord aimé les livres pour moi et pour ça, et justement, les livres que j'ai chez moi, j'ai pas du tout le même rapport avec ceux que j'ai ici. Ici, je dois les conserver, donc j'y fais très attention. Mais chez moi, je suis de ceux qui barbouillent dans leurs livres, écrivent, mettent des notes, etc. Donc, c'est plutôt d'abord le livre comme source de connaissances qui m'intéresse. Alors maintenant, nous allons passer à la boîte à quiz. Est-ce que vous voulez bien vous prêter au jeu ? Alors, oui, enfin, c'est... Ce seront des petites questions, en fait, auxquelles vous devrez répondre. Un peu plus... C'est moins sérieux, en fait, ces questions. Ah d'accord, ok. On va essayer. C'est pour se détendre un petit peu. Allons-y. Si vraiment il y a une question à laquelle vous ne voulez pas répondre, vous aurez droit à un petit joker. D'accord. Un seul joker, mais ça devra aller, je pense. Bon. Alors, première question. Quel livre aimeriez-vous avoir avec vous si vous étiez perdu sur une île déserte ? Le Seigneur des Anneaux. Pourquoi ? Parce qu'il a bercé mon adolescence. J'avais un rite quand j'étais plus jeune, à partir grosso modo de la classe de 4e, je crois. C'était ma rupture avec le monde réel de l'année scolaire. Donc au début des vacances, je passais 4 jours non-stop, quasiment ascétique, à lire du début à la fin les 3 tomes du Seigneur des Anneaux. Non-stop quasiment, enfin, je descendais à peine pour manger. Ma mère devait m'engueuler pour que je descende. Et ça a été, je me plongeais dans ce monde fantastique et ensuite voilà, c'était le départ dans les vacances, quoi. Donc du coup, si je devais vivre seul quelque part, je pense que c'est un monde tellement riche, le Seigneur des Anneaux. Enfin, c'est quasiment j'ai envie de dire, et j'y ajouterai le Silmarillion parce que ça va avec, mais je pourrais relire ça des dizaines et des dizaines de fois et y retrouver toujours des choses. Donc je pense que voilà, ce serait infini. Pour revenir à notre petite boîte à quiz, êtes-vous plutôt théâtre ou cinéma ? Cinéma. Non, oui, je sais, je déteste lire du théâtre. Je trouve c'est pas fait pour ça. Donc, non, c'est clair. Et je devrais pas dire ça, c'est pas politiquement correct, mais j'aime pas trop les humains. Donc du coup, le théâtre vivant ne me plaît pas. Je suis très peu touché par le théâtre. Comprends. Alors que le cinéma, il y a ce prisme de l'image qui fait que on peut désincarner complètement les personnages et du coup, quand je regarde un film, d'ailleurs, je me présente jamais comme cinéphile parce que le réalisateur, les acteurs, je m'en fiche comme de l'an 40. Moi, c'est l'histoire qui m'intéresse et d'être porté par le film. Donc du coup, oui, pour le loisir, on va dire, pour le plaisir, je préfère le cinéma au théâtre. Si vous deviez écrire un livre aujourd'hui, quel en serait le titre ? Je suis en train d'en écrire un, donc ça s'appelle le cycle iconographique du bestiaire de Guillaume Leclerc. Dans le manuscrit, Paris, BNF, français, 14 925, je crois. Eh ben, vous avez quelques détails à donner dessus ? En fait, c'est un livre scientifique dans mon domaine de spécialité qui va tenter d'expliquer le fonctionnement du rapport texte-image dans un manuscrit du Moyen-Âge d'un bestiaire et surtout d'expliquer le fonctionnement de l'iconographie, donc du cycle d'image, qui est un cycle d'image assez complexe, avec, de l'interprétation religieuse, etc. D'accord, c'est un sacré bouquin sur lequel vous êtes alors. Écoutez, oui, on verra. En parlant de bouquin, quel est le livre le plus insolite que vous ayez lu ? Le livre le plus insolite que j'ai lu. Comment cuire un phénix.
c'est un ami dans mon domaine de spécialité qui m'avait offert ça à Noël un jour. Et c'est une espèce de conte philosophico-historique autour de l'incongruité dans les recherches en sciences humaines. Et donc, il y a notamment le mythe vous connaissez un peu le mythe du phénix, Ouais. cet oiseau qui renaît de ses cendres, etc. Et donc, il y a un écrivain qui a écrit, c'est un tout petit bouquin avec un petit texte amusant autour de la cuisson potentielle, une recette de cuisine à partir de phénix. Eh ben, C'est un peu bizarre. ça doit Ah, goûter vous comme- m'avez demandé un truc incongru, hein, voilà. ça doit goûter comme le poulet, je pense. Ah, je ne sais pas. En même temps, ça doit être très épicé parce que le phénix se Oui, c'est brûle vrai. sur un lit d'aromates. Puis donc, déjà, faut le cuire, donc. Bah, exactement. Alors, une dernière question. Est-ce qu'il y a un livre qui a changé votre vision du monde ou votre vie en général? Alors c'est compliqué, ma vision du monde, j'essaye de la changer au quotidien parce que là j'ai plutôt envie de vous dire un film qui m'a donné un de mes leitmotivs, un de mes motos que je trouve très beau et pourtant c'est dans un film tout simple, c'est dans Princesse Mononoke. Oh, c'est un très bon film, ça, franchement. On est d'accord. Ah ouais. Dedans, je vous ai dit tout à l'heure en plaisantant à demi encore que je n'aimais pas les humains et en fait j'aime pas surtout le monde dans lequel, que les humains ont créé. Mais j'essaie d'évoluer, de soigner ma misanthropie latente et dans ce film, il y a une phrase qui m'a énormément marqué, à laquelle je pense encore souvent, c'est que le chaman demande au héros d'essayer de porter sur le monde un regard sans haine. Et donc, voilà, ça m'a beaucoup marqué. On va dire que ça a pu changer ma vie parce que ça a été une sorte de révélation sur, la manière dont j'allais essayer de continuer de mener ma vie à l'avenir. Après, dans les livres, je lis beaucoup de livres de philo et j'ai beaucoup aimé lire Schopenhauer dans des extraits parce que le bouquin complet est imbuvable, mais des extraits de Schopenhauer qui m'ont permis de prendre beaucoup de recul par rapport justement parce qu'il était plus encore. Vous savez qu'il a déshérité tout le monde pour donner son héritage à son chien tellement il n'aimait pas les humains. Donc, j'ai trouvé pire que moi et donc ça a été quelque part un livre qui n'a pas changé ma vie, mais en tout cas qui m'a aidé là aussi à prendre du recul. Même si je suis d'accord avec beaucoup de choses de ce que disait Schopenhauer. Alors maintenant, nous allons passer à la question que j'avais posée en début d'émission à Pauline. Sur 122 volumes provenant de la bibliothèque du magistrat de Saint-Omer, combien de titres ont été récupérés? Alors tu m'avais donné la réponse B. Oui. 39. Oui. Vous étiez plutôt d'accord avec Pauline. J'avais dit Bien qu'il fallait que- nuancer. Parce Voilà. qu'en fait, si je puis me permettre, votre question était pas très bien posée, ou alors c'est moi qui m'y suis mal exprimé dans le catalogue. On a actuellement retrouvé 122 volumes de la bibliothèque du magistrat, mais on ne sait pas combien il y avait de volumes à l'origine. Oui. Donc, on peut pas dire sur les 122 volumes de la bibliothèque du magistrat. On va dire sur les 122 volumes retrouvés Retrouvé de la actuellement de la bibliothèque du magistrat. C'est pour ça qu'au début, je comprenais pas bien la question. On n'a pas encore retrouvé de documents d'archives, justement, sur lesquels mes collègues travaillent, qui nous diraient combien il y avait précisément de livres dans l'hôtel de ville. Mhm. Actuellement, et encore, ça a changé puisque j'en ai retrouvé encore une dizaine là en faisant les rangements. On est donc à plutôt 132 volumes ouais. maintenant de la bibliothèque du magistrat. D'accord. Voilà. Donc on va modifier la question sur 132. Et donc tu avais dit la réponse B. Oui. Et c'est la bonne réponse. Bien joué Pauline. Et c'est déjà la fin de notre émission. Je remercie donc ma co-animatrice Pauline. Merci Pauline. De rien. Notre invité pour nous avoir consacré du temps et de s'être prêté au jeu. Il y a pas de Merci. C'est un plaisir. Je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui ont travaillé derrière, comme Grégoire à la régie, Melinda et Anaïs, nos documentalistes, et enfin Lumna, chargé d'édition numérique. Et sans oublier notre animateur Augustin. Mais de rien. On se retrouvera donc pour notre prochaine émission au Coin du Feu Atelier Ressources Numériques le 5 décembre. Je tiens à vous remercier, vous, auditeurs, pour nous avoir écoutés. Et je vous donne rendez-vous donc à la bibliothèque d'agglomération du pays de Saint-Omer.